Bonjour à tous et à tous. Un grand merci à vous toutes et à vous tous de vous être joints à nous pour ce temps sur le devenir de l'UVE de l'UVE de Toulouse. Dans le cadre de cette concertation continue qui a débuté en mars 2023, on organise plusieurs événements, à la fois pour informer le public sur un certain nombre de points, d'enjeux, pour écouter également les contributions du public sur différents aspects. Et dans le cadre de multiples réunions que nous avons Alors, on vous entend plus, Laurent. pu des garantes, de faire un point sur... Là, c'est mieux? Ah, De faire un point sur le... Écoutez, ça a bloqué, Laurent. Je pense qu'il y a un petit problème de connexion. Donc, ce webinaire, il s'inscrit, donc, comme le disait Laurent, dans la concertation continue qui est en cours sur le projet de reconstruction donc, de l'UVE de Toulouse. Donc, ça fait partie des rencontres de concertation qui étaient régulièrement prévues. On avait fait un l'an dernier sur la DSP et la thématique du réseau de chaleur était une thématique qui avait été pas mal publicitée par les parties prenantes et puis par les publics, les différents publics qu'on avait rencontrés. Donc, on souhaitait organiser ce webinaire. Comme vous le verrez, ce webinaire est divisé en trois parties avec plusieurs intervenants. Donc, d'abord, dans l'ordre, vous aurez l'ADEME, ensuite Toulouse Métropole et enfin DECO7. Quelques petites règles de fonctionnement et d'organisation. Donc, on va avoir à chaque fois une présentation de chaque intervenant de 5 à 7 minutes, suivi par un petit temps de questions et d'échanges. Donc, les micros sont coupés pour tout le monde. Si vous avez des questions, nous vous invitons à les poser dans le chat. On notera à chaque fois les questions et on les posera aux intervenants nous-mêmes. À la fin de ce webinaire, il y aura un échange. Je vois qu'on n'est pas très nombreux, donc on verra si on a la possibilité de rallumer les micros ou pas. Ça dépendra un petit peu de la tenue du webinaire. Voilà. Est-ce que l'ADEME est prêt? Est-ce que Madame la Garante ou Mesdames les Garantes qui sont présentes souhaitent prendre la parole? Oui. Ou Laurent, vous souhaitez Oui. rajouter quelque chose? Non, effectivement, Isabelle Barthes, la garante de la Commission nationale de la CNDP qui est présente, souhaite également dire un mot d'introduction sur les enjeux de cette thématique dans la concertation continue. Très bien. Isabelle, j'ai autorisé votre micro si vous souhaitez prendre la parole. Oui. Isabelle Audrey, est-ce que vous nous entendez? Je vais autoriser vos micros à toutes les deux si vous souhaitez prendre la parole. Oui. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà. Bonjour, Isabelle Barthes, oui, pour les garantes. Juste pour remercier DECO7 et la métropole de cette initiative que nous saluons, parce qu'effectivement, la thématique du lien entre le réseau de chaleur et l'UVE est une thématique qui est apparue dès la concertation préalable qui a eu lieu dans le dernier trimestre 2022. Et ça nous paraissait vraiment important qu'on puisse mettre à plat tous ces sujets qui sont revenus de manière récurrente. D'ailleurs, ça fait partie des recommandations que nous avions fait en tant que garant dans le bilan de la concertation préalable et également avec Audrey Richard-Ferruggi en tant que garante de la concertation continue dans notre rapport intermédiaire de juillet dernier. Donc voilà, c'est une heureuse initiative, nous la saluons. Nous proposons d'écouter les divers intervenants, de poser vos questions et bien évidemment ensuite de continuer à contribuer sur ce sujet-là, si vous le souhaitez, sur le site internet de la concertation. C'est une étape qui est importante et qui va initier des échanges certainement continus sur ce. Nous en remercions DECO7 et la métropole et nous vous souhaitons bonne réunion. Merci Isabelle. Du coup, on va pouvoir attaquer. J'invite chaque intervenant à faire ce que je n'ai pas fait et je m'en excuse de se présenter. Donc voilà, moi je suis Adrien Mitrac, je suis responsable du service communication à DECO7 et c'est moi qui pilote la concertation avec Laurent Guillon, que vous avez entendu un peu avant moi, qui est donc le directeur général des services.
Gaëtan, si tu veux attaquer. Très bien, bonjour à tous, Gaëtan Daujean. Donc je suis chargé de mission chaleur renouvelable à l'ADEME Occitanie et je suis aussi référent réseau de chaleur et j'instruis et je suis depuis une dizaine d'années les réseaux de chaleur, alors soit de petite taille, des réseaux de chaleur ruraux, mais aussi les grands réseaux de chaleur en délégation de services publics. Donc, on va commencer avec cette question. Pourquoi des réseaux de chaleur collectif? Vous allez voir tout ce qui va être abordé sur la partie, d'une part, chaleur renouvelable, pour présenter les points essentiels de la chaleur renouvelable, et derrière, les réseaux de chaleur qui sont donc un vecteur de transport de ces énergies essentielles pour nous, et on va aborder tous leurs atouts. Alors, première partie, c'est la chaleur renouvelable, sur la présentation, la diapo suivante. La chaleur renouvelable, alors c'est la chaleur, déjà c'est 42% de la consommation énergétique en France, qui est utilisée uniquement pour des besoins de chauffage de bâtiments résidentiels, collectifs, des fois des chauffages de bâtiments industriels. Et aujourd'hui, seulement 21% de cette chaleur est renouvelable. Et dans les grands enjeux, il faut arriver à augmenter cette part de chaleur renouvelable. Alors, c'est la loi énergie-climat pour nous qui a fixé les principaux objectifs en termes de réduction d'énergie fossile de 40% et une neutralité carbone à 2050. Alors, ces exigences, elles sont là parce que derrière, vous le savez, il y a une urgence climatique qui est de réduire les émissions de CO2 qui sont dues à ces énergies fossiles et qui derrière entraînent un réchauffement et à travers ce réchauffement, toutes les conséquences que je n'ai pas le temps d'aborder sur la biodiversité, l'élévation de la mer, enfin tout ce qui s'enchaîne derrière par cascade sur suite à ces émissions de CO2. Derrière aussi, on a une exigence économique qui est la visibilité long terme, puisqu'on l'a constaté d'ailleurs sur ces dernières années, une très très grande fluctuation des prix de l'énergie, qui a remis le sujet de l'énergie au cœur des débats, avec derrière de rechercher la maîtrise des coûts de production, une autonomie énergétique et aussi derrière tout ce qui est lié à la compétitivité. On a aussi une exigence sociétale sur le développement de cette chaleur renouvelable avec la volonté de valoriser des ressources qui sont disponibles à proximité. Et ça, c'est de plus en plus demandé à l'échelle locale ou régionale. Et derrière, vous allez voir quand même aussi une création d'emplois non délocalisables qui est extrêmement importante. Pour faire émerger ces projets de chaleur renouvelable, l'État a mis en place un outil principal qui est le fonds chaleur, qui est très ambitieux, qui a augmenté année après année pour arriver en 2023 à 800 millions d'euros. Et ce fonds est géré par l'ADEME. Alors, il suit bien sûr le soutien financier des opérations, qui est une part principale de notre activité. Et ce soutien financier, en fait, il est nécessaire parce qu'aujourd'hui, la chaleur renouvelable n'arrive pas à être compétitive sans aide publique. Donc, on n'arrive pas à avoir un coût de la chaleur qui est inférieur au prix de référence du gaz. Donc, on est obligé actuellement encore d'avoir un soutien financier des opérations. Derrière, à travers le fonds chaleur, il y a un accompagnement des maîtres d'ouvrage et aussi une expertise technique, un observatoire pour apporter des guides et des outils à tous les maîtres d'ouvrage qui souhaitent se lancer dans les projets de chaleur renouvelable. La chaleur renouvelable, on a beaucoup de choix. Je ne vais pas les aborder ici entre la géothermie et le solaire thermique. Ce qui est important, c'est qu'on a défini une stratégie, une priorisation des énergies renouvelables. Alors, c'est cette démarche ENR Choix qui est en place depuis quelques années, qui se développe avec plusieurs volets. Le premier, c'est la réduction des consommations énergétiques, qui est le premier des leviers sur lesquels on essaie de travailler. Et derrière, c'est pour ça qu'on demande énormément d'études sur les projets pour vérifier si tous ces points ont été abordés, qu'on est allé au bout de la démarche. Et quand on aborde le deuxième volet, eh bien, on voit qu'on cherche d'abord
à mutualiser les besoins et les moyens de production, et on voit déjà du coup apparaître les réseaux de chaleur qui apparaissent en priorité, c'est-à-dire que le raccordement à un réseau de chaleur pour nous est la première stratégie, la première possibilité. Et on va soit chercher à se raccorder, soit chercher à créer un réseau de chaleur. On va aborder pourquoi en fait le réseau de chaleur a déjà sa qualité intrinsèque en termes de mutualisation. Et si on voit qu'on ne peut pas aborder le réseau de chaleur, dans ce cas-là, on va aborder les énergies renouvelables, avec une priorité qui est en premier les énergies non délocalisables déjà existantes, et notamment la récupération de la chaleur fatale, qui est le cas des UOM et des UVE, des incinérateurs, où c'est pour nous la priorité, valoriser la chaleur qui est déjà existante avant de basculer sur les énergies non délocalisables à créer, qui sont la géothermie et le solaire thermique, et en troisième partie, les énergies délocalisables à créer, qui sont la biomasse. Alors la biomasse arrive en dernier par souci de préserver, en fait, cette démarche, elle est là essentiellement pour cela, c'est-à-dire préserver la ressource biomasse au maximum. Donc, dans la démarche ENR Choix, il y a des critères techniques, il y a des fois où on ne peut pas, enfin on vient démontrer l'impossibilité de tel ou tel choix, et il y a aussi des critères économiques. Sur ces énergies renouvelables, et si on reste sur le volet des réseaux de chaleur, on va voir un peu le paysage actuel en France du déploiement des réseaux de chaleur. Alors, c'est un outil majeur de déploiement, hein, les réseaux de chaleur. Alors, pourquoi on est intéressé par cet outil même avant d'aborder les questions de chaleur renouvelable? C'est parce que on va chercher à mutualiser, et donc on va réduire, lorsqu'on met en place un réseau de chaleur, on va réduire fortement la puissance totale installée pour chauffer des bâtiments ou un quartier résidentiel, et notamment grâce en fait à la mutualisation des besoins et à la mixité des usages. On va avoir un foisonnement. Ça va nous permettre vraiment d'optimiser notre équipement de production, puisqu'en plus on va permettre des installations de production plus importantes et qui vont être mieux pilotées, mieux suivies, et qui vont atteindre des rendements plus importants que si on avait des installations de production délocalisées en pied de bâtiment. Donc, le réseau de chaleur a déjà sa qualité intrinsèque avant d'être raccordé à une chaleur renouvelable. En France, on a environ 1000 réseaux de chaleur. Alors là, je parle des grands réseaux de chaleur quand même en vente de chaleur, hein, ne sont pas comptabilisés les réseaux techniques, avec 30 TWh de chaleur livrée. Alors c'est que malheureusement 5% de la chaleur totale qui est utilisée, donc ça reste peu. En moyenne, en Europe, on est à 10%. Et il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés, notamment le Danemark, qui arrive à valoriser 50% de la chaleur à travers des réseaux de chaleur. Le taux ENR est de 66%. Alors, on peut voir en haut à droite ce mix énergétique des réseaux de chaleur nationaux, avec une part de gaz qui est importante, une part d'incinération aussi. Donc voilà, c'est le deuxième volet, et c'est extrêmement important pour nous de valoriser la chaleur des incinérateurs. Alors, on sait qu'on arrive un peu au bout de la chaleur des incinérateurs. On n'a plus vraiment de marge de progression, à part optimiser la valorisation de ces incinérateurs. Mais voilà, on sait qu'on arrive quand même au bout de la chaleur qui est valorisée au niveau des unités d'incinération. Et derrière, on a la troisième partie extrêmement importante, la biomasse. Et on retrouve la géothermie, surtout la géothermie profonde qui apparaît là dans ces sources d'approvisionnement. Cette géothermie profonde, elle est surtout localisée en Île-de-France. Alors, pourquoi on n'a que 66%, on va dire, au niveau national? C'est que auparavant, on avait des réseaux de chaleur au gaz, puisque, comme je dis, le réseau de chaleur a sa qualité intrinsèque, et donc il était déjà utilisé avec des énergies fossiles. Donc on a un taux ENR un peu faible au niveau national, parce qu'on a encore des réseaux de chaleur existants, et qu'on garde aussi une part de gaz dans les réseaux de chaleur actuels.
Si on regarde juste très rapidement l'Occitanie, on a beaucoup moins de réseaux, beaucoup moins de chaleur livrée, mais par contre, on a un taux d'énergie renouvelable plus élevé parce que ce sont des réseaux de chaleur récents et donc qui sont largement alimentés par les unités d'incinération et par la biomasse. Ce qui est important de voir, c'est la dynamique. La dynamique, grâce au fonds chaleur que j'évoquais tout à l'heure et la quantité d'argent qui est mise en place, on voit une évolution de la quantité de chaleur qui est valorisée sur les réseaux de chaleur et aussi une augmentation du taux ENR, ce qui est extrêmement important. Donc on voit que ça progresse bien dans le bon sens. Seulement, on est quand même loin encore des objectifs qui nous sont fixés, où il faudrait qu'on multiplie par 5 à peu près encore la quantité de chaleur valorisée. Donc, dernière diapositive sur les bénéfices des réseaux de chaleur. Donc, je ne reviens pas sur le bénéfice environnemental, mais bien sûr que c'est le moteur principal pour nous, c'est d'aller valoriser les gisements de chaleur renouvelable. Donc, en augmentant les réseaux de de chaleur, mais en augmentant aussi le taux ENR de ces réseaux, ici à 85%. Derrière, c'est bien sûr l'objectif principal, la réduction des niveaux d'émissions de CO2. Derrière, on a le réseau de chaleur qui, comme je l'ai évoqué, a cette optimisation énergétique. Donc, la production centralisée permet d'améliorer les rendements, la performance, notamment sur les systèmes de filtration d'air ou autres. Donc, on va avoir des exigences techniques et strictes qui sont aussi imposées par l'ADEME sur ces installations. Et si ces exigences ne sont pas respectées, on va, nous, émettre des avis défavorables. Donc, tous les projets ne sont pas bons en réseau de chaleur. Et on est là pour y veiller. Et que si on part vraiment sur un projet de réseau de chaleur, on va le chercher à l'optimiser au maximum. Derrière, on a pour les usagers, une économie de facture. Ça aussi, c'est extrêmement important avec les réseaux de chaleur qui nous permettent d'avoir une visibilité au long terme, stable, parce qu'on va raisonner en coût global. Et le coût global, c'est l'investissement, l'exploitation, et aussi le coût du combustible. Ces dernières années, on a vu des coûts de production de chaleur, gaz, électricité exploser de l'ordre de 200, 300%, alors que ça a été contenu sur les réseaux de chaleur, notamment lorsqu'ils ont un taux ENR élevé, ce qui est le cas des réseaux de chaleur toulousains, et, enfin en Occitanie, et notamment des réseaux de chaleur qui sont alimentés par les incinérateurs. Donc une meilleure visibilité en coût global pour une meilleure maîtrise des budgets. Et ça, c'est valable aussi, bien sûr, pour les collectivités qui ont eu une explosion au moment de leur budget chauffage. Derrière, on a les emplois locaux. Donc, on estime à 3500 le nombre de TP qui travaillent sur la filière. Alors, on voit la partie construction, gros œuvres, on voit la partie exploitation, mais il y a aussi derrière beaucoup d'ingénierie sur les parties études et des secteurs de recherche aussi encore sur les réseaux intelligents, par exemple, pour augmenter l'efficacité et optimiser ces réseaux de chaleur. On a une énergie avec les réseaux de chaleur, une énergie qui est locale, et ça c'est extrêmement important, avec une recherche des ressources locales et essayer de les valoriser au maximum. Donc ça, voilà, ça fait partie de ce qu'on nous demande et qu'on exige, c'est d'essayer d'avoir cette approche locale la plus importante possible. Et un point qui est important, c'est que la moitié de la chaleur qui est distribuée par le réseau de chaleur va bénéficier à des logements sociaux. Et donc, cette chaleur va être moins chère actuellement que la chaleur gaz. Bien sûr, sur le long terme. Donc, c'est extrêmement important d'apporter cette chaleur à des logements sociaux. Et le dernier point, c'est plus pour la collectivité. C'est un outil de planification énergétique, les réseaux de chaleur, puisque en mettant en place un réseau de chaleur, en fait, on met en place un vecteur d'énergie qu'on va faire mixer. Il va être évolutif et multiple. On a des réseaux de chaleur où on peut avoir 3
voire des fois 4 types d'énergie qui va être injectée. Donc ça, c'est extrêmement important parce que c'est évolutif. Aujourd'hui, on va avoir tel type de chaleur. Demain, c'est la géothermie profonde, par exemple, c'est le solaire thermique, c'est la biomasse. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça permet à la collectivité de mettre en place une stratégie long terme. Donc, ces réseaux de chaleur sont très importants pour l'ADEME et c'est pour ça que quasiment un tiers ou presque des fois des années, la moitié du budget fonds chaleur était orienté vers les réseaux de chaleur parce que c'est indispensable à la valorisation de la chaleur renouvelable. Merci Gaëtan. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour l'instant que je vous invite à poser dans le chat? A priori, non. N'hésitez pas à lever la main si jamais vous avez des questions. Normalement, sur votre barre de menu en haut, vous avez un picto pour lever la main, donc n'hésitez pas à intervenir si besoin. S'il n'y a pas de questions. L'idée, Adrien, pour donner, hein, l'idée, c'est qu'effectivement, on ait 3 interventions qui durent entre 7 et 10 minutes et qu'à l'issue de chacune des interventions, on puisse prendre les questions. Et puis, pour vous poser les questions, n'hésitez pas à lever la main ou, comme l'a dit Adrien, à noter dans la conversation. Et puis après, on prendra les questions et puis au bout de 7 minutes également, on repassera à la partie suivante théorique. Alors, on a une question de la part de Anne-Fleur Hugues Gaëtan. Est-ce qu'il y a des arbitrages avec des désavantages? Alors oui, je l'ai abordé, en fait, le réseau de chaleur ne peut pas être la solution à tout, et notamment, des fois, il peut y avoir un problème de densité, c'est un des problèmes récurrents sur les réseaux de chaleur, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait suffisamment de besoins au niveau des bâtiments, une densité suffisante pour que le réseau de chaleur ait un intérêt. Il y a des cas où, si on se situe, par exemple, en zone rurale, les besoins sont un peu faibles et donc la densité est trop faible et le rendement du réseau de chaleur, on va considérer que le rendement est trop pénalisant, c'est-à-dire s'il est inférieur à 80%, inférieur à 70%, on considère que ça commence à être compliqué et on va plutôt étudier là des installations de production délocalisées en pied de bâtiment. Après, il y a des cas aussi où on va étudier la viabilité du réseau de chaleur, sa viabilité économique, et notamment si le prix de vente de la chaleur est supérieur au prix de référence et que on ne peut pas aller plus loin en termes d'aide publique. Dans ce cas-là, on va considérer que le réseau de chaleur n'est pas efficient ou n'est pas compétitif économiquement, et donc on va le déconseiller. Il faut savoir qu'en termes de fonds chaleur, on est prêt à aider un peu plus en fonction des sources d'énergie. Alors, la chaleur fatale est la moins chère des sources d'énergie renouvelables. Donc, c'est économiquement, on ne peut pas faire mieux normalement qu'un réseau de chaleur qui est raccordé à une unité d'incinération. Par contre, dès qu'on aborde des sujets de géothermie ou de biomasse, là, il faut savoir que sur la géothermie, l'aide publique va être un peu plus importante et qu'on accepte en gros cette aide publique un peu plus importante parce qu'on considère qu'il va y avoir une préservation de la ressource biomasse. Donc ces désavantages sont étudiés en étude, on va déjà faire une étude d'opportunité, une étude de faisabilité, on va comparer des scénarios, que ce soit des scénarios de tracé, mais aussi des scénarios de production de mix énergétique pour déterminer en fait la meilleure stratégie et des fois ne pas donner suite à un projet de réseau de chaleur. Ok, alors merci Gaëtan. On a une question supplémentaire de Madame Ordines. Mais peut-être que Karine peut y répondre ou Bernard, puisque ça concerne l'énergie produite l'été. Donc je vais poser la question à vote pour tout le monde. Durant les périodes de mai à novembre, que devient cette énergie issue de l'incinération de nos ordures? Est-elle perdue? Oui. Oui, Karine Dragonès, l'Éco7.
D'accord, je parle fort, on dit. Donc, effectivement, sur la partie réseau de chaleur, j'entends. Donc, l'idée, et on va vous le présenter un petit peu après, c'est que l'énergie, effectivement, le réseau de chaleur, il y a moins de besoin de chaleur, même quoique aujourd'hui, mais ce n'est pas au même niveau, et je pense que Toulouse Métropole pourra en discuter et répondre. Ils ont des besoins de plus en plus de froid l'été, mais ce n'est évidemment pas au niveau du besoin de chaleur. Et nous, sur l'usine, je vais rester sur l'usine, lorsque la chaleur n'est pas consommée, eh bien effectivement, nous recondensons cette chaleur, c'est-à-dire qu'on recondense la vapeur, je vais vous en parler tout à l'heure, pour effectivement la remettre dans le circuit aux vapeurs. Mais du coup, oui. Ce qui nous permet aussi, c'est que l'été, nous faisons de l'électricité. C'est-à-dire, je vais vous en parler tout à l'heure, mais il y a une cogénération. Et quand on ne fait pas de la chaleur, l'objectif, effectivement, c'est de mixer notre production et de la chaleur de l'été, plutôt l'orienter vers de l'électricité, qui, elle, effectivement, est exportable toute l'année. Donc, en complément, en résumé, l'été, on produit de la chaleur qui va permettre à la blanchisserie du CHU de fonctionner. On lave le linge du CHU tous les jours, y compris en été. En été, on a des besoins de chaleur pour l'eau chaude sanitaire dans le réseau de chaleur. Et lorsqu'on n'a pas des appels de chaleur suffisants, eh ben, on se sert de l'énergie pour produire de l'électricité. Merci. On a une question supplémentaire de. Alors, est-ce que, voilà, juste un petit point organisation, si vous pouvez poser vos questions globalement et d'un trait, je pense que ça sera plus pratique. Je sais que c'est pas forcément facile, mais ça sera plus pratique pour y répondre. Donc, Anne-Fleur Hugues pose une question supplémentaire. Elle demande si la chaleur fatale est équivalente à l'énergie renouvelable ou à l'énergie de récupération. Elle demande quelle est la différence. Et en renouvelable et récupération, elle demande si ça veut bien dire énergie renouvelable et récupération. Donc RR, c'est exactement ça, Anne-Fleur. Et elle demande le classement entre ces deux. C'est vrai que je n'ai pas abordé la définition de ces notions de chaleur qui sont considérées dans une définition différente. La partie chaleur renouvelable produite par des installations de production de chaleur renouvelable et la chaleur fatale qui est en fait de l'énergie qui est récupérée sur un procédé dont la finalité première n'était pas la production de chaleur. Donc la chaleur de récupération, c'est pareil que la chaleur fatale. Et c'est vraiment le cas de l'incinérateur. La finalité de l'incinérateur n'est pas la production de chaleur, c'est une énergie qu'on vient récupérer. Alors, c'est exactement pour ça qu'on parle de ENR, énergie renouvelable, et chaleur de récupération, chaleur fatale. On les considère au même niveau, nous, lorsqu'on parle de taux d'énergie renouvelable, c'est-à-dire, par exemple, dans les réseaux de chaleur, on a un taux ENR minimum de 65%, et on compte autant la chaleur d'énergie renouvelable que la récupération de chaleur fatale. Donc, pour nous, ça reste la même chose si à la base, c'est quand même deux sources de chaleur très différentes. Merci Gaëtan. Et du coup, il y a un classement entre les deux, c'est que la chaleur fatale est la prioritaire à aller récupérer. Et en deuxième, on vient créer de la chaleur renouvelable. Merci. Valérie Ordinès pose une question supplémentaire. À qui bénéficie l'électricité? Alors, l'électricité, en fait, qui est produite sur le site, elle est d'abord, dans un premier temps, autoconsommée par l'usine, puisque effectivement, on va venir compenser les besoins pour faire tourner l'usine en priorité. Ça évite évidemment d'acheter de l'électricité et donc d'avoir besoin d'énergie fossile. Donc là, on vient effectivement d'abord autoconsommer l'usine et ensuite l'excédent d'électricité, il y en a bien sûr, et plus l'été que l'hiver, comme vous l'avez saisi, eh bien, il est redistribué sur le réseau public. Oui, elle bénéficie au maître d'ouvrage, donc elle bénéficie à Déco7, selon des montages financiers qui sont différents, soit effectivement le délégataire revend et restitue cette vente à Déco7, soit c'est dans le prix de l'achat, dans le prix du traitement à la tonne que c'est intégré. Aujourd'hui, c'est une revente qui revient à Déco7.
Merci. On a une question de Monsieur Yvon Laporte qui nous dit que dans le réseau, la chaleur baisse avec la distance, qu'il faut donc la réchauffer de temps en temps. Comment ce réchauffement est-il effectué et à quel pourcentage? La métropole. Est-ce Alors, on que, est vraiment sur le réseau de Ouais. chaleur lui-même. est-ce que Xavier ou la métropole souhaite prendre la parole pour répondre à cette question? Comme vous voulez, soit on la prend maintenant, sinon on fait la deuxième partie et on y répond à la fin, comme vous voulez. Alors ouais, on Oui, va c'est peut-être peut-être, enchaîner. c'est peut-être. Ouais. On va passer sur la deuxième partie, effectivement, et on garde votre question, Monsieur Laporte, pour la reposer lors de la deuxième partie. Donc, du coup, Xavier, je te laisse la parole pour la deuxième partie de ce webinaire. Et si on peut essayer comme on l'avait évoqué, en 7 minutes, Oui. TTC. Merci beaucoup. Merci à vous. Xavier Thierry, donc je suis responsable du pôle transition énergétique au sein de Toulouse Métropole, qui est le pôle dans lequel eh bien, il y a une cellule spéciale pour les réseaux de chaleur, en particulier pour le suivi des réseaux de chaleur qui sont en cours d'exploitation et pour le développement de nouvelles opérations. Voilà, on en parlera par la suite. Je vous propose de démarrer par une petite mise au point technique, un rappel technique sur de quoi on parle quand on parle de réseau de chaleur. Donc la définition est écrite, il s'agit d'un réseau de canalisation qui va nous permettre de transporter de l'eau chaude depuis une ou plusieurs unités de production à partir de sources d'énergie renouvelables ou de récupération vers des points de consommation, typiquement des bâtiments de logement collectif, des bâtiments tertiaires ou éventuellement d'autres types d'usages qui soient compatibles. Du coup, c'est composé de trois grandes parties, un réseau de chaleur. La partie unité de production, alors une ou plusieurs unités de production pour alimenter un réseau de chaleur. La plupart du temps, sur des gros réseaux de chaleur, les unités de production vont être réparties sur plusieurs sites. On aura à chaque fois une production à partir de sources renouvelables, donc que ce soit de la géothermie, du bois énergie, de la récupération de chaleur fatale, donc sur des process industriels ou sur des data centers, du solaire thermique éventuellement. Et donc, adossé à ces productions renouvelables, on va avoir nécessairement besoin d'installer des chaudières gaz qui vont permettre d'assurer alors l'appoint dans les creux de l'hiver, là où notre production en énergie renouvelable sera insuffisante, mais ça va couvrir seulement quelques jours dans l'année au creux de l'hiver et également d'assurer le secours du réseau de chaleur si on avait des perturbations ou des dysfonctionnements au niveau des moyens de production d'énergie renouvelable. La deuxième autre grande partie, c'est le réseau de canalisation. Donc, comme vous l'avez sur le schéma, il y a deux tubes à chaque fois. Un tube aller, c'est le tube qui apparaît en rouge sur le schéma. Donc, c'est le tube chaud. On va amener donc l'eau chaude qui a été produite à l'unité de production vers les points de consommation. Et à côté, un tube froid, le tube qui apparaît en bleu ici, alors qui est un peu plus froid que le tube chaud, on va dire, qui du coup est le tube qui permet de ramener l'eau qui a cédé ses calories au consommateur vers l'unité de production pour pouvoir, en boucle fermée, eh bien, reproduire de l'eau chaude comme ça, en continu sur l'année. Et du coup, j'en profite pour faire une petite parenthèse et ça répondra à la question qu'on a eue juste avant. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une température de départ de l'eau chaude en sortie de l'unité de production qui doit permettre d'alimenter tous les clients du réseau. Et donc, on ne va pas avoir besoin de réchauffer l'eau chaude sur le trajet, qui perd quelques degrés en effet en fonction de la distance, parce qu'on va faire partir l'eau à une température qui sera suffisante et avec un débit surtout qui sera suffisant pour irriguer tous les clients du réseau. Voilà. Et donc, la dernière partie du réseau de chaleur, c'est la sous-station d'échange, également appelée point de livraison. C'est la partie que vous voyez en bas à droite du schéma. Donc, il s'agit d'un local qui est un peu plus petit qu'une chaufferie en général, dans lequel est installé ce qu'on appelle une sous-station. Et en particulier un module d'échange de la chaleur qu'on appelle également un échangeur thermique.
Voilà. Donc, c'est en fait un module en acier où on va mettre en contact des plaques en acier qui, par conduction, eh bien, vont permettre de transférer les calories du réseau de chaleur proprement dit qui arrive en pied de bâtiment vers le réseau interne de chauffage du bâtiment consommateur, donc le bâtiment d'habitat collectif ou le bâtiment tertiaire. Voilà, je vous propose de passer sur la slide suivante où on fait justement un focus sur cette sous-station parce que c'est important de bien préciser qu'il s'agit là de la limite de prestation du réseau de chaleur. Le réseau de chaleur, donc, comme je vous l'ai dit, son action s'arrête en bas de l'immeuble consommateur. Voilà. Donc, la limite de prestation exacte se situe au niveau du fameux module d'échange dont je vous parlais avant, qui est représenté sur la photo que vous avez en bas à gauche. Et donc, voilà, c'est à la fois une séparation physique, puisque l'eau chaude du réseau de chaleur ne va jamais se mélanger avec l'eau chaude du réseau de chauffage du bâtiment consommateur. Donc, on a bien cette séparation physique. Et c'est également une séparation administrative et contractuelle, c'est-à-dire que le contrat de fourniture de chaleur qui est signé par l'opérateur du réseau de chaleur avec l'abonné, la copropriété, le bailleur social ou le propriétaire tertiaire, eh bien, s'arrête bien au pied du bâtiment au niveau de ce module. Ça veut dire que l'abonné va devoir contractualiser avec un exploitant type un plombier chauffagiste typiquement ou un grand énergéticien pour exploiter le circuit de chauffage interne de son bâtiment. Voilà. Je vous propose de continuer. Pour rentrer dans le vif du sujet sur le territoire de Toulouse Métropole. Aujourd'hui, on a 4 concessions de réseau de chaleur qui existent sur le territoire de Toulouse Métropole et on a 3 réseaux de chaleur qui existent. Il y en a un sur Blagnac qui existe depuis les années 60 et il y a les 2 réseaux qui sont affichés sur la carte en bas à droite, à savoir le réseau de chaleur du Mirail et le réseau de chaleur Plein Campus. Vous avez les informations concernant ces 2 réseaux de chaleur qui sont mentionnés dans le tableau en haut à gauche. Le réseau de chaleur du Mirail a été construit dans les années 60-70 et dès les années 70, a été alimenté par l'usine d'incinération des ordures ménagères et permettait donc d'alimenter avec une chaleur renouvelable de récupération le nouveau quartier du Mirail qui avait été construit dans les années 60. Aujourd'hui, le réseau de chaleur du Mirail, eh bien, il a continué à se développer pour atteindre à peu près 16 000 équivalents logements desservis en chaleur. Donc ça représente, bon c'est des chiffres un petit peu techniques, mais 160 gigawattheures de chaleur. Et donc ce réseau de chaleur est aujourd'hui quasi exclusivement adossé à la récupération d'énergie en sortie de l'UVE, sortie de l'incinérateur du Mirail, puisque 95% de l'énergie délivrée aux abonnés du réseau est produite par l'incinérateur. C'est un réseau qui est exploité par un opérateur qui s'appelle Coriance, qui est spécialisé dans les réseaux de chaleur, via une concession qui a été passée donc en 2017 et qui court jusqu'au mois d'octobre de cette année. Donc il y a une nouvelle concession qui est en cours de montage actuellement pour confier l'exploitation du réseau à une nouvelle entité. Il y a une remise en concurrence de fait. Le réseau Plein Campus, lui, a été construit beaucoup plus récemment. C'est une concession qui a été attribuée en 2015-2016 à la société Dalkia et le réseau est donc en service depuis 2019. Lui alimente principalement donc le sud-est de Toulouse, les quartiers de Rangueil, de Montaudran et plus récemment l'île du Ramier. Pour environ 9500 équivalents logements, 10 000 équivalents logements, ayez ce chiffre en tête, avec également une grosse partie de la chaleur délivrée qui est récupérée au niveau de l'incinérateur des ordures ménagères du Mirail, à hauteur de 73% aujourd'hui.
Voilà. Le complément étant assuré par, alors, principalement une chaufferie au gaz qui est installée à Montaudran, au bord du boulevard périphérique. Vous le voyez quand vous allez en direction de l'autoroute de Montpellier. Il y a également un complément qui est en cours de mise en service pour la récupération d'énergie sur un data center, sur un supercalculateur de Météo France. Voilà. En 2023-2024, il y a un exercice de prospective qui a été mené par Toulouse Métropole pour essayer d'examiner les perspectives de développement des réseaux existants et également les perspectives de création de nouvelles opérations. Là, on va se concentrer sur les deux réseaux de chaleur qui aujourd'hui sont alimentés par la chaleur de l'incinérateur du Mirail. C'est-à-dire le réseau de chaleur du Mirail et le réseau de Plein Campus. Donc, on a essayé d'estimer les extensions, les développements possibles de ces deux réseaux, ce qui apparaissait sur la carte de la slide précédente. Voilà, donc on a estimé à environ 65 gigawattheures le potentiel de développement, donc quasiment 7000 équivalents logements supplémentaires sur l'ouest de Toulouse pour développer le réseau de chaleur du Mirail et sur le sud-est de Toulouse pour le réseau Plein Campus, un potentiel d'environ 5000 équivalents logements supplémentaires. Ce que vous avez sur cette slide, du coup, c'est notamment les décisions qui ont découlé de cet exercice prospectif. Et au printemps 2024, pour le réseau Plein Campus, le choix de passer un avenant avec l'opérateur d'Alkia qui était en place pour concrétiser ces perspectives de développement. Il y a donc une extension du réseau de chaleur de Plein Campus qui est d'ores et déjà prévue sur notamment les quartiers de la Terrasse et également en remontant vers Jolimont, alors un petit peu avant Jolimont, sur l'est de Toulouse. Donc il y a des perspectives très importantes d'augmentation de la desserte en chaleur sur le réseau Plein Campus. Côté Mirail, donc sur la rive gauche, là, les choses sont plus ouvertes. Suite à l'exercice prospectif qu'on a réalisé, on a pu injecter ces données dans le cadre de la consultation en cours pour le renouvellement de la concession, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est des négociations qui sont en cours pour définir un plan d'extension, un plan de développement du réseau de chaleur du Mirail sur l'ouest toulousain. Et donc, avec très probablement des objectifs très ambitieux, peut-être au-delà des 6000 équivalents logements qu'on imaginait, pour développer encore plus le réseau de chaleur du Mirail à partir de 2026. Voilà. On peut passer sur la slide suivante. Ensuite, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que aujourd'hui, les deux réseaux de chaleur qu'on a évoqués juste avant sont alimentés par la chaleur du Mirail et en hiver permettent de valoriser la majorité de la chaleur qui est produite en sortie de l'incinérateur. Donc ça veut dire que si on veut développer les deux réseaux de chaleur présentés ici, il faut nécessairement envisager la mobilisation d'énergie renouvelable ou de récupération supplémentaire. Alors l'ADEME présentait tout à l'heure la hiérarchie, la méthode ENR choix qui est mise en place de leur côté et qui est également la hiérarchisation des énergies conditionnant les subventionnements de ces opérations. Et bien du coup, c'est un petit peu notre ligne directrice pour choisir, définir les solutions d'énergie renouvelable complémentaires à déployer sur le réseau de Plein Campus et sur le réseau du Mirail pour permettre de les développer. Et concrètement, en faisant cet exercice sur le réseau de chaleur Plein Campus, pour permettre d'assurer le développement à plus de 5000 équivalents logements supplémentaires du réseau, on n'a pas réussi à trouver de potentiel pour augmenter la récupération de chaleur sur d'autres process. Et on n'a pas identifié non plus de possibilité de valoriser de la géothermie profonde, ni de terrain suffisant pour installer du solaire thermique. Donc, le choix qui a été fait sur cette opération est l'installation d'une chaufferie bois énergie qui sera installée à partir de 2026 et qui permettra de compléter
pour ce réseau de chaleur de plein campus, le mix énergétique, et donc de maintenir un taux d'énergie renouvelable le plus ambitieux possible. Sur l'opération du Mirail, c'est exactement cette hiérarchie des énergies renouvelables qui est imposée aux candidats, et c'est donc en fonction de cette ligne directrice que les candidats vont nous proposer des compléments en récupération d'énergie fatale éventuellement, en géothermie profonde peut-être, et en dernier recours en bois énergie. Voilà. On peut passer sur la suite. On voulait enfin faire un petit focus sur quel est le montage juridique, comment ça fonctionne, quelles sont les relations entre les différents acteurs, entre l'UVE, l'incinérateur d'ordures ménagères du Mirail, et les deux réseaux de chaleur dont on a parlé précédemment. Donc concrètement, c'est le schéma que vous avez sur la partie droite, qui sera le plus clair. Donc aujourd'hui, il y a Toulouse Métropole qui a la compétence réseau de chaleur et qui donc est propriétaire des réseaux et a la capacité de passer des marchés pour faire exploiter ces réseaux de chaleur par des opérateurs privés ou d'exploiter les réseaux en direct. Aujourd'hui, le choix qui est fait, c'est de passer par des DSP. Et il y a Decoset qui, lui, a par transfert la compétence sur le traitement des ordures ménagères. Decoset a fait le choix de passer une concession donc récemment renouvelée qui a été attribuée au groupe Suez, qui elle-même opère l'incinérateur des ordures ménagères, et parmi ses missions, produit de la chaleur qui est valorisable sur les réseaux de chaleur. Toulouse Métropole, de son côté, a passé des concessions avec, pour le réseau de chaleur du Mirail, la société Eneriance, filiale du groupe Coriance, comme c'était mentionné précédemment, et de l'autre côté, pour le réseau plein campus, avec la société TED, filiale de Dalcar, qui opère les deux réseaux de chaleur, exploite les installations, et distribue de la chaleur aux abonnés sur les quartiers concernés, c'est-à-dire le sud-est de Toulouse et l'ouest toulousain respectivement. Pour ce qui est de la vente de chaleur, la chaleur qui est produite à l'incinérateur est vendue directement par Decoset à Toulouse Métropole, qui, de son côté, la met à disposition de ces deux concessionnaires, Eneriance et Toulouse Énergie Durable, pour pouvoir la valoriser sur les réseaux de chaleur. Voilà quelles sont les relations entre les différents acteurs dont vous entendez parler sur l'UVE et sur le réseau de chaleur, et quel est le circuit pour ce qui est de la vente de la chaleur. Voilà, je crois que j'en ai fini pour la partie sur le réseau de chaleur. N'hésitez pas à poser des questions. Merci Xavier. Du coup, est-ce que tu souhaites apporter des précisions à la question qu'avait posée M. Laporte? Je crois que tu as un peu répondu dans ton intervention, qui était donc la question sur dans le réseau de chaleur, la chaleur baisse avec la distance, il faut donc la réchauffer de temps en temps. Comment ce réchauffement est effectué et quel pourcentage? Et c'est une question qui reboucle avec la question de M. Auger, qui demande quelle est la longueur maximale d'acheminement à travers un tel réseau de chaleur pour que ça reste efficace, pertinent et énergétiquement parlant. Alors, l'important, c'est toujours le sujet de la densité du réseau de chaleur. C'est ce dont parlait l'ADEME précédemment. Un réseau va être peu efficace si la densité des besoins est faible. Donc, c'est pour ça que ce soit l'ADEME avec des seuils minimums de développement des réseaux en mégawattheures d'énergie par mètre linéaire de réseau créé, ou que ce soit nous, maîtres d'ouvrage, sur les exigences qu'on va mettre sur la densité des réseaux qu'on va vouloir créer, on va aller sur les niveaux les plus élevés possibles pour maintenir en effet un rendement des installations qui soit acceptable. Aujourd'hui, on va difficilement partir sur des projets en dessous de 2 MWh par mètre linéaire. Si on prend les réseaux de chaleur, les deux réseaux de chaleur dont il est question ici, on est, je pense, à chaque fois sur à peu près 4 MWh par mètre linéaire. C'est assez proche de la moyenne nationale.
Pardon. C'est assez proche de la moyenne nationale. Donc, c'est ce qui se fait aujourd'hui, tout en permettant de maintenir un rendement qui soit correct. Et en fait, euh, vous allez pouvoir continuer à développer le réseau de manière, alors pas infinie, mais quand même de manière assez importante, dans la mesure où vous maintenez une densité qui soit assez élevée et à peu près au-dessus de 4 MWh par mètre linéaire. On va être sur des réseaux performants. Voilà. Merci. Il y a pas de limite en kilomètres au développement des réseaux de chaleur, pour être clair. Merci Xavier. On a une question de Olivier qui demande, je ne sais pas si elle a déjà été posée cette question, mais dans le doute, je la repose. Est-ce que durant l'hiver, il y a plus de chaleur produite que consommée? Et si oui, comment est-ce géré? Alors, c'est ce que j'avais commencé à dire. Aujourd'hui, dans les conditions actuelles de fonctionnement des deux réseaux de chaleur et dans les conditions de fonctionnement de l'incinérateur, la majorité de la chaleur qui est produite euh, à l'incinérateur est valorisée. Alors, pardon. La majorité de la chaleur qui est produite à un instant T par l'incinérateur est utilisée par les réseaux de chaleur. On aurait potentiellement dans la journée des périodes où il y a de la chaleur produite dans l'incinération des déchets qui ne peut pas être valorisée par les réseaux de chaleur. Mais par contre, au niveau de la puissance qui est disponible en sortie d'incinérateur, elle correspond aujourd'hui à la puissance dont on a besoin sur les deux réseaux de chaleur. On a, on a, on a peu de marge de manœuvre en hiver aujourd'hui, par exemple pour accorder un autre réseau de chaleur ou, ou pour un autre usage. Voilà. Merci. Anne-Fleur Hugues demande quel est le pourcentage autoconsommé par l'usine par Decosset. L'électricité, oui, on va y revenir, on va y venir. On a une autoconsommation aujourd'hui, ça dépend de combien on produit, bien sûr, mais on a une autoconsommation de 10, on est sur un ratio de 20%. Ok. Ça dépend de notre production, bien sûr, mais... On a une question à nouveau de Olivier qui dit on parle d'un fluide caloporteur. De quel fluide s'agit-il? Est-ce que vous parlez de l'eau ou d'un autre fluide? De plus, quel est le rendement entre l'énergie en sortie d'usine et l'énergie finale utilisée par l'usager? Alors, sur l'eau qui est utilisée, enfin sur le fluide qui est utilisé, c'est en effet de l'eau. C'est de l'eau qui est traitée parce que ben, on peut comprendre assez facilement que en fonction de la qualité de l'eau qui est véhiculée dans les tuyaux, ça peut générer éventuellement plus ou moins de corrosion sur les canalisations. Donc c'est de l'eau qui est traitée, de l'eau qui est adoucie et qui permet du coup bah, de attaquer le moins possible les canalisations. Pour ce qui est du rendement, alors je pourrais rechercher les chiffres précis. Aujourd'hui, sur le réseau de chaleur du Mirail, on va pas être forcément exactement sur le même rendement que sur le réseau de chaleur de Plein Campus parce que, eh bien, on a à la fois des installations qui sont beaucoup plus récentes, des canalisations plus récentes sur le réseau de Plein Campus, alors que sur le réseau du Mirail, on a une partie du réseau qui date encore des années 70. Donc on a des rendements qui sont un peu différents. Là où peut-être sur plein campus, on va être aux environs de 90% de rendement. Sur le réseau de chaleur du Mirail, on est peut-être à 85, entre 80 et 85% de rendement. Après, sachez que sur le Mirail, dans le cadre du renouvellement du contrat de concession, il est envisagé de rénover le réseau historique pour justement améliorer le rendement des canalisations. Merci Xavier. Alors, il y a une question de M. Darico qu'on va garder pour la fin parce qu'elle concerne plus la globalité sur la question d'opportunité d'établir l'usine ailleurs. C'est une question qu'on soumettra à la réponse de nos équipes à la fin, si vous le voulez bien. Une dernière question, peut-être d'Olivier, qui nous demande si la centrale biomasse côté Montaudran est celle qui est prévue rue des Cosmonautes au niveau de la déchetterie actuelle. C'est ça. C'est en effet le projet qui est en cours, qui a été acté par voie d'avenant avec l'opérateur et qui est en cours d'autorisation.
en attendant le déploiement à partir de début 2026, fin 2025, début 2026, pour une mise en service fin 2026. Merci, je vous propose qu'on avance sur la troisième partie, donc qui va être effectuée par DECO7 sur les liens entre le réseau de chaleur et l'UVE. Très bien. Oui, bonjour. Donc, Karine Fragonnas, je suis la chef de service du service à DECO7 et qui pilote les deux usines, donc de Toulouse et de Bessières. Donc, le pendant de Xavier Thierry sur la partie TM qui vient de vous présenter. Donc, je reviens un petit peu effectivement sur les principes parce qu'à travers les questions, effectivement, ça permettra de préciser les choses sur le principe de production de l'énergie dans une usine et de répondre comme ça à vos questions. Donc, d'abord, effectivement, une usine, vous le voyez, donc on met des déchets dans un four. C'est des déchets, effectivement, par autocombustion brûlent et ils montent à une température d'environ 850 degrés. Ces déchets, évidemment, qui se consument, effectivement, font des fumées chaudes. Effectivement, ces fumées qui montent donc à 850 degrés sont aspirées à travers une chaudière. Et les chaudières le parcours chaudière nous permet effectivement de transférer la chaleur qui est issue des fumées à 850 degrés et de créer de la vapeur haute tension, haute pression. Cette vapeur, il faut imaginer que donc on a d'abord de l'eau dans la chaudière et qui est au contact de fumée à 850 degrés se transforme donc en vapeur haute pression. Sur l'usine de Toulouse, on est à une vapeur de 17 bars et 250 degrés. Cette vapeur, donc c'est ce qu'on disait, c'est cette vapeur haute pression, c'est ce transfert de calories entre les déchets et la vapeur ainsi créée. C'est dans cette vapeur, et c'est grâce à cette vapeur haute pression qu'on va pouvoir effectivement alimenter différentes énergies et transférer de l'énergie. Xavier le disait très bien, donc, comme vous pouvez le voir, ça part, cette vapeur, elle est haute pression parce que ça nous permet effectivement de faire le départ de l'usine de façon avec le maximum de calories pour ensuite, effectivement, dans les réseaux de chaleur, effectivement, communiquer cette calorie jusqu'à l'habitant. Donc, cette vapeur haute pression qui sort de la chaudière, elle a plusieurs utilités. Donc, dans certaines usines, on a 100%, on peut avoir un mix avec beaucoup d'électricité, donc beaucoup de chaleur ou les deux. Et par rapport à vos questions de tout à l'heure, évidemment, plus on a un mix, c'est-à-dire des productions, une cogénération qui est diverse, mieux on peut valoriser l'énergie. Parce qu'à l'instant T, effectivement, c'est 850 degrés, il faut pouvoir effectivement les utiliser. Et c'est instantané. Donc, par exemple, dans le cas de l'usine de Toulouse, c'est le schéma qui vous est présenté, on a la possibilité de faire d'abord avec de la haute pression de l'électricité. Donc globalement, cette vapeur va passer effectivement à travers une turbine qui, couplée à un alternateur, va créer de l'électricité. C'est de ce dont vous parliez. Donc là, on crée de l'électricité, effectivement, qui est vendue au réseau, qui est d'abord autoconsommée, j'y reviendrai, et ensuite qui est vendu l'excédent au réseau. Pour répondre à la question reprécisée, alors on est plutôt sur 20% lorsqu'on a une usine comme celle que nous avons de Bessières, lorsqu'effectivement on fait beaucoup d'électricité, mais sur l'usine de Toulouse, aujourd'hui, on est plutôt, par rapport à l'électricité que nous produisons, on est plutôt à 50% pour l'autoconsommer, 50% de vendu électricité. Pourquoi ? Parce que, effectivement, nous favorisons une partie de la chaleur qui est pas vers l'électricité, mais qui est plutôt vers le chauffage, et notamment l'hiver. Donc, c'est ce qu'on disait, plutôt de l'électricité l'été, mais l'hiver, on est évidemment plutôt sur le chauffage. Et donc là, le chauffage, il passe à travers des échangeurs. Je n'y reviendrai pas, Xavier l'a extrêmement bien précisé. Nous avons aussi des échangeurs avec un contact, donc c'est des échangeurs haute pression, haute pression, de la vapeur haute pression qui évidemment va transférer dans un circuit, va venir réchauffer alors de l'eau chaude sanitaire, de l'eau chaude de chauffage, ou même, c'est ce que nous avons et on le verra après, la particularité sur Toulouse, c'est que cette vapeur haute pression, on va directement aussi l'adresser, comme le disait Laurent, à un industriel qui est à côté, enfin en tout cas la blanchisserie
des CHU. Et donc, une fois on a utilisé cette chaleur, soit pour la turbine, soit pour les échangeurs, et bien, il nous reste encore de la chaleur, et notamment de la chaleur basse pression. Et cette chaleur basse pression, eh bien, elle est récupérée dans d'autres échangeurs qui permettent, elles, d'alimenter, comme on l'a dit, les circuits dits basse pression de Plaine Campus et du Cancéropole. Juste, je termine parce qu'il faut bien le comprendre. On est dans un schéma circulaire, c'est-à-dire que, on l'a bien dit, aujourd'hui, ces transferts de chaleur, c'est évidemment par contact, par conduction. Donc, par exemple, nous avons de l'eau qui va rentrer dans les chaudières, qui au contact des fumées va effectivement faire de la vapeur que nous allons utiliser à travers des échangeurs pour faire du chauffage ou du turbo ou un turbo alternateur pour faire de l'électricité. Et enfin, cette vapeur, une fois qu'elle a cédé ses calories, se retransforme en eau et évidemment recycle et renvoyé dans la chaudière. Donc on est dans un circuit fermé où on chauffe et on déchauffe, on va dire, de façon extrêmement vulgarisée. Et pour répondre à la question, évidemment, on essaie un maximum de valoriser l'énergie en électricité l'été, en vapeur pour le CHR et en chauffage et principalement l'hiver. Mais de temps en temps, il nous reste de l'excédent, c'est ce qu'on évite au maximum, pour avoir un meilleur rendement, on évite cet excédent, mais il existe, il est possible. Et dans ces cas-là, c'est ce que je répondais tout à l'heure, c'est qu'on passe à travers un aérocondenseur, comme son nom l'indique, c'est qu'en fait, on vient passer un échangeur avec c'est ce que vous voyez, avec des grands cercles, des grands ventilateurs qui vont venir refroidir. Notre objectif, l'objectif de tous, c'est de minimiser cette chaleur qui est alors perdue. Pour juste... On peut passer au prochain, merci. Pour juste un peu mettre ces procédés théoriques, en fait, cette théorie en pratique sur notre usine, ça c'est la vue aérienne de notre usine de Toulouse, pour ceux qui le connaissent un peu au sud, donc en bas c'est les Pyrénées, c'est le sud, au nord c'est la route de Perpignan, et à droite vous avez l'avenue de Staïs. Aujourd'hui, donc l'idée de ce qu'il faut retenir, et puis on pourra répondre à vos questions, mais l'idée qu'il faut retenir, c'est que tout ce qu'on vient de vous dire, eh bien, évidemment, c'est localisé sur notre site, c'est-à-dire vous voyez des fours chaudières, vous voyez des échangeurs, vous voyez un groupe turbo-alternateur, vous voyez sur votre droite la vapeur à 14 bars, 200 degrés qui part effectivement vers la blanchisserie du CHU, et vous voyez sur votre gauche, alors en haut à gauche, le départ de la sous-station vers Plaine Campus, comme l'a très bien expliqué Xavier, un départ pour le Cancéropole, parce que ces deux départs se font en BP. Alors pour vous donner une idée, on part à 200 degrés, 3 bars, et en bas, entre 100 et 200 degrés, pardon, 3 bars, et en bas, effectivement, on a le départ d'eau chaude sanitaire et l'eau chaude de chauffage pour évidemment toute la partie Mirail. Voilà j'ai essayé de faire court, mais je répondrai évidemment à toutes vos questions sur cette partie-là, sur ces parties-là. Ensuite, il y a un dernier point. Voilà. Alors, on avait donc ce sont les décisions qui ont été prises effectivement à l'issue de la concertation en lien avec le réseau de chaleur, qui fait un peu vers la conclusion de ce webinaire. Alors d'abord, une connexion à un réseau de chaleur. Pourquoi à l'usine, avec tout ce qu'on vous a effectivement présenté? D'abord, effectivement, parce que la chaleur, elle permet un rendement 3 à 4 fois plus important que l'électricité. Si on était sur 100% électricité, on aurait des pertes à un moment donné de chaleur. Donc c'est important et c'est très intéressant de mixer électricité et chaleur lorsque c'est possible. Deuxièmement, parce qu'effectivement, donc ça c'est pour la question rendement, mais pourquoi aussi c'est l'intérêt de coupler notre UVE à un réseau de chaleur? Parce qu'en termes de valorisation énergétique, la technologie de production de la chaleur, elle est moins complexe que la production d'électricité. Donc, moins complexe, il faut entendre que si on a un turbo-alternateur, on en a souvent qu'un, gros, ou deux, et donc, de fait, s'il y a des pannes, et bien, du coup, on se retrouve, comme vous dites, s'il n'y avait pas de réseau de chaleur associé, et bien, on se retrouverait à devoir, justement, perdre cette énergie, devoir recondenser, et c'est bien dommage, aujourd'hui, de perdre de l'énergie. Donc, plus on a de sources d'usagers de la chaleur, de sources différentes d'utilisation de notre chaleur, et bien plus on est certain de la valoriser au maximum. Enfin, il a été aussi décidé effectivement que l'apport d'énergie aujourd'hui, de toute façon, en réseau de chaleur, il correspondra à un dimensionnement de 248 000 tonnes, puisque comme l'a très bien dit l'ADEME, aujourd'hui, notre vocation, c'est d'abord de traiter des déchets, donc on traite pour 240 000 tonnes, et après, évidemment, on valorise l'énergie de ces déchets.
Et enfin, l'idée aussi, c'est que là, on parle beaucoup de l'usine de Toulouse, mais effectivement, Déco7 a 2 usines, donc un dispositif de 2 usines. Et nous avons une deuxième usine qui est à Bessières, qui est plutôt, alors l'usine de Toulouse est plutôt dans un environnement urbain, celle de Bessières plutôt dans un environnement périphérique et plutôt sur une petite ville. Du coup, on n'avait pas la capacité à l'époque de la coupler à un réseau de chaleur, et donc elle est à 100% électricité. Quoique, évidemment, nous valorisons aussi l'énergie fatale à travers un système de serre que nous avons, qui a été mis en place pour réchauffer des serres. Donc, en fait, voilà, on a, et ça, c'est très intéressant pour Déco7 d'avoir des usines avec des valorisations différentes. C'est ça. Et donc, effectivement, suite à la concertation et avec tous ces éléments techniques présentés par l'ADEME, par Toulouse Métropole, Déco7, effectivement, a souhaité une localisation de l'UVE en secteur urbain. Premièrement, dans une logique de proximité, de circuit court, aussi bien pour les utilisateurs de la chaleur, mais également pour tout ce qui est production des gisements de déchets qui sont à proximité, et également donc des moyens de collecte. Effectivement, si on déplaçait cette usine, si on la déplaçait ailleurs, on aurait la nécessité donc de créer des installations de transfert qui nous permettraient de remplacer finalement la proximité de cette usine. Et donc, on aurait d'autres difficultés à surmonter qui seraient avec des impacts économiques, des impacts sur la disponibilité du foncier pour créer ces centres de transfert, et également un impact sur le trafic urbain. Donc l'intérêt effectivement de conserver le réseau de chaleur existant, c'est effectivement les contraintes en cas de création d'un autre réseau de chaleur, des coûts d'investissement, des nuisances de travaux à la création du nouveau réseau, et un délai de déploiement, des délais de déploiement de ces réseaux qui sont relativement importants. L'impact également sur le réseau de chaleur actuel, puisqu'on serait, Xavier l'a dit, obligé d'aller chercher d'autres sources d'alimentation, sachant que, comme le précisait l'ADEME, l'utilisation des UIOM est quand même à prioriser. Et également, en transition, il y aurait forcément de création de chauffage au gaz. Donc tout ça, ça a un impact effectivement important sur le tarif des usagers du réseau de chaleur. Alors, les élus de Déco7 ont délibéré sur ce choix plutôt chaleur ou plutôt électricité, et pour toutes les raisons qui vous ont été présentées entre les 3 présentations, les élus de Déco7 ont validé par une délibération en 2023 ce choix de conserver ce réseau de chaleur et d'avoir une usine d'incinération au Mirail qui soit priorisée sur la chaleur. Laurent, vous vouliez peut-être rajouter quelque chose là-dessus? Non, pas de Laurent. Du coup, on a quand même la question de M. Darico à laquelle on n'a pas répondu. S'il n'y a pas de questions, je ne vois pas de questions sur la présentation. Anne-Fleur. Donc, M. Darico qui nous interrogeait donc, sur une étude qui aurait été faite sur l'opportunité d'établir un centre. Je pense que vous parlez d'usine du Mirail ailleurs, où il y aurait une population moins importante. Oui. Alors effectivement, il n'y a pas eu... alors je ne sais pas quel est le sens de l'étude que vous imaginiez, mais soit c'est d'autres moyens pour alimenter le réseau de chaleur. À ce moment-là, on l'a vu, effectivement, ça nécessiterait des installations très, très, très différentes, enfin, d'autres installations, biomasse, géothermie ou panneaux photovoltaïques ou panneaux chaleur. Oui, enfin bon, j'ai perdu le nom, c'est pas grave.
Et sinon, déplacer l'usine, l'installer ailleurs pour bénéficier d'un autre réseau de chaleur, enfin, du coup, c'est un petit peu compliqué. Ce que disait Xavier, c'est qu'il faut effectivement une densité. Donc forcément, on serait dans un milieu urbain. Alors c'est pour ça que il y a une étude cartographique qui a été menée. Donc il y a un groupe de travail qui est là-dessus, avec des personnes qui font partie de la concertation. Et je peux peut-être laisser la parole à oui, hein. Non, juste un petit rappel, M. Laricot, je ne sais pas à quel moment vous êtes, même toutes et à tous, à quel moment vous êtes arrivés dans la concertation. À l'issue de la concertation préalable, il y a un rapport du maître d'ouvrage qui est sorti dans lequel les élus sont engagés, ont pris la décision de reconstruire l'usine. Une reconstruction en milieu urbain qui a été actée par les élus avec le site actuel privilégié. On a entendu les demandes du public qui nous avaient demandé de refaire une étude indépendante, une étude cartographique suite à l'étude qui avait été faite avec l'Écossais et Toulouse Métropole, pour identifier d'autres sites potentiels. Aujourd'hui, on est en plein dans cette étude. On a un groupe de travail qui fait partie des instances de la concertation et qui est une émanation du comité de pilotage de la concertation continue, qui travaille sur cette étude cartographique de sites alternatifs. On a un prochain comité de pilotage donc dans la semaine qui nous amènera à discuter de ça à nouveau. J'espère que ça répond à votre question. Question de Anne-Fleur Hugues. Dans le cadre de ces exercices de prospective sur les réseaux de chaleur menés par Toulouse Métropole, quelles seraient les sources d'énergie complémentaires envisagées à injecter dans ces réseaux dans le cas d'un scénario où on parvient réellement à réduire la production de déchets ménagers, ce qui réduirait donc la part de la chaleur fatale issue de l'incinération dans ces réseaux? Est-ce que Toulouse Métropole, Xavier, est-ce que tu as compris? Tu veux que je répète? Oui, non, j'ai compris. On est malheureusement assez limité quand même sur les options. C'est aussi pour ça que la chaleur récupérée en sortie de l'incinérateur est précieuse pour les réseaux de chaleur. C'est qu'on a grosso modo deux options aujourd'hui viables sur Toulouse. C'est la géothermie ou la biomasse. La géothermie, pourquoi pas? C'est pas forcément faisable partout. C'est pas forcément compatible avec tous les types de réseaux de chaleur. Sur un réseau de chaleur de la taille du Mirail ou de celui de Plein Campus, c'est forcément de la géothermie profonde. Et dans ce cas-là, c'est réellement pas forcément possible partout. Mais c'est à l'étude. C'est une des solutions qui est ouverte, notamment dans le cadre de la consultation en cours sur le renouvellement de la concession du Mirail. Donc on verra ce qui en ressortira. Et après, le bois énergie, c'est la solution qui est techniquement adaptée pour permettre de développer les réseaux de chaleur, sauf qu'aujourd'hui, elle pose deux questions. Elle pose une question sur l'acceptabilité de ce type de projet en milieu urbain, et notamment à proximité du centre de Toulouse. Et elle pose des questions en termes de pérennité de la ressource en bois, donc du coup de plan d'approvisionnement en biomasse. Et donc ça nécessite un travail sur le fait qu'on soit sûr de pouvoir s'alimenter en biomasse, alors peut-être avec une évolution du type de biomasse qu'on utilisera dans le temps, mais ça nécessite un travail sur ce sujet qui est en cours chez nous. Mais il y a un point qui est très important, c'est qu'on puisse faire des projets qui soient acceptés localement. Donc du coup, eh bien que ce soit des emplacements qui soient acceptables par la population. Donc c'est clairement pas faisable partout dans Toulouse. Et donc c'est une grosse limitation pour nous. Donc encore une fois, c'est les deux options qui s'ouvrent à nous pour compléter le mix énergétique de nos réseaux de chaleur, que ce soit en complément de la chaleur de l'usine ou en substitution. Et aujourd'hui, c'est pas évident de développer ces solutions et on ne pourra pas en mettre partout sur Toulouse. Voilà. Merci Xavier. Monsieur ou madame, j'ai d'ailleurs posé une question. S'il n'y a pas de longueur maximale d'acheminement pour que ça reste efficace énergétiquement parlant, au point de consommation, en quoi est-ce un souci d'éloigner un peu le centre de production?
Alors, Bernard en parlait, mais comme je vous l'expliquais, le sujet est moins une question de longueur maximale de réseau qu'une question de densité de besoin. Et donc, la difficulté, c'est de pouvoir étendre le réseau dans des quartiers où il y a des besoins suffisants pour maintenir cette densité et donc maintenir un bon rendement. Plus on va s'éloigner de Toulouse et du centre de Toulouse, plus on va dégrader la densité du réseau et donc le rendement du réseau. Merci, Xavier. On a une question de monsieur ou madame Marty qui nous demande si l'impact sur la population à proximité a été étudié. Il y a déjà un suivi de mesures de qualité d'air qui est mis en place. Tu peux préciser par rapport à Atmo toutes les mesures. C'est l'impact de... Ouais, Quel impact? L'impact de l'usine? L'impact de l'usine au niveau insertion ou au niveau sanitaire. Est-ce que vous pouvez préciser peut-être un peu plus votre question? Mais si on part sur le sanitaire, on a déjà les mesures. Alors, si on parle de temps, peut-être que la personne que madame ou monsieur précise sa question, mais si on parle de l'impact de l'usine déjà, donc je viens sur l'impact de l'usine, sur la proximité, sur la population à proximité, oui, bien sûr, aujourd'hui, l'usine, c'est une installation classée. Donc, l'impact sanitaire. Bon, alors j'y vais. Donc l'usine, c'est une installation classée. Donc elle est extrêmement suivie, notamment par effectivement l'ADREAL, qui est en fait la police de l'environnement, on va dire ça comme ça, donc qui effectivement est là pour nous effectivement vérifier la conformité à l'arrêté préfectoral. Donc il y a un arrêté préfectoral qui avec des normes sur l'usine, et puis effectivement qui impose aussi un suivi. Cet arrêté préfectoral donc nous donne des conditions, et ces conditions sont les suivantes. Nous devons bien sûr à tout moment en cheminer, mesurer les rejets que nous émettons, puisque effectivement les fumées dont nous avons parlé, on a parlé beaucoup du transfert de calories des fumées, mais effectivement une fois qu'elles ont été refroidies, c'est-à-dire qu'on a passé les calories issues de l'incinération et qu'on a passer l'énergie, soit de l'électricité, soit du réseau, il reste que ces fumées sont évidemment présentes. Ce sont les fumées issues de l'incinération des déchets et il faut les épurer. Donc nous avons la moitié de l'usine, on ne peut pas dire parfois plus de la moitié de l'usine, est constituée des processus de d'épuration des fumées. Et ces fumées, une fois épurées, évidemment, elles sont rejetées à l'atmosphère via la cheminée. Et autour de la cheminée, évidemment, nous avons toute une batterie d'analyseurs pour pouvoir suivre en continu, 365 jours sur 365 et H24, la qualité de ces rejets. Donc, on va évidemment vérifier qu'elles sont bien épurées et que nous respectons. Donc ça, c'est le premier sujet. Donc nous avons cela, nous avons tout ce dispositif-là sur l'usine. Et ensuite, c'est complété, et imposé évidemment par l'interpréfectoral, c'est complété par un système, par un suivi effectivement des retombées sur le sol, effectivement, au voisinage de ces fumées et de ces rejets. Et là, effectivement, il y a un dispositif. Aujourd'hui, je vous encourage à aller voir effectivement sur le site d'Atmo Occitanie, puisque c'est Atmo qui suit ces éléments-là. Nous avons un dispositif qui est autour de l'usine, tout autour de l'usine, sur la moderne. Les zones de rejet maximal, de dépôt du panache maximal sont modélisées. Donc nous avons effectivement tout un système d'analyseurs autour de l'usine au sol qui vient effectivement mesurer un grand panel effectivement de mesures pour pouvoir bien vérifier que là aussi, au niveau du sol comme au niveau de la cheminée, nous respectons des seuils maximales qui sont effectivement en dessous, pour revenir vraiment à la question, qui sont en dessous effectivement des seuils sanitaires autorisés et recommandés. Et pour compléter un petit peu, il y a eu aussi des études particulières qui ont été menées. Et là, c'est pareil, il y a un groupe de travail dans le cadre de la concertation qui suit ces éléments-là. Je pense qu'il y aura plus de détails sur cette partie-là. Merci à vous deux. Il y a donc du coup Olivier qui nous pose une question sur les chaufferies au bois qui rejettent aussi des particules fines et qui ne sont pas forcément une bonne solution. Quelles sont les conditions nécessaires pour faire de la géothermie profonde? Alors,
C'est pas simple. Bon, d'une part, il y a des contraintes plus simples qui sont des contraintes liées à une surface de terrain qui soit disponible, qui soit assez importante en phase chantier. Concrètement, on a besoin de 1,5 hectare de terrain pour installer une tour de forage et réaliser donc des puits de géothermie profonde. Ensuite, bah, il y a des contraintes liées à la proximité des habitations, hein. Euh, disons, des nuisances sonores en phase chantier, donc il est préférable de ne pas réaliser une opération de géothermie profonde à proximité des habitations. En tout cas, pas à proximité immédiate. Et ensuite, c'est la proximité de la nappe, donc à environ 1500 mètres de profondeur, de 1000 à 1500 mètres de profondeur sous le territoire de Toulouse, qui va nous dire si le potentiel est présent ou pas, quoi. L'idée est d'exploiter une nappe d'eau profonde c'est en fait de l'eau qui circule dans des couches de sable à 1000 à 1500 mètres de profondeur. Et étant donné qu'on est sur de l'eau qui est à forte profondeur, elle est chaude. Donc du coup, l'idée est de la puiser, de la remonter en surface, de la passer dans un échangeur pour récupérer ses calories. Si jamais la nappe n'est pas présente à proximité du tracé du réseau de chaleur, on ne peut pas l'exploiter. Donc, il y a un travail qui est aujourd'hui en cours au niveau de Toulouse Métropole avec un institut national spécialisé dans le sujet du sous-sol qui s'appelle le Bureau de recherche géologique et minière, qui est une référence sur le sous-sol et sur la géothermie au niveau national, pour essayer de travailler sur une cartographie du potentiel en géothermie profonde sur les territoires de Toulouse Métropole. Voilà. Par contre, c'est un travail qui va prendre quelques mois, mais à la sortie, on devrait avoir une idée un petit peu plus précise de où est-ce qu'on peut envisager de faire de la géothermie profonde. Donc, l'option n'est pas fermée pour le moment, et on essaye quand même d'envisager ce type de solution ponctuellement pour alimenter nos différents réseaux. Mais on y verra plus clair à la fin de l'année 2025, a priori, sur ce sujet de la géothermie profonde. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça ne sera pas possible partout sur Toulouse, ni encore sur le territoire de Toulouse Métropole. Il faut bien que la ressource soit présente localement. Merci Xavier. On a Clément Pujol qui est intervenu. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou voilà, donc le coût d'un réseau de chaleur est de l'ordre de 1500 à 2000 euros par mètre. L'éloignement de l'usine aurait un énorme impact financier sur le réseau de chaleur et un très gros impact travaux sur la circulation. Donc c'est pas une question, je pense, c'est une précision. Dans ma lecture, Valérie Ordinez qui nous demande s'il y a ou s'il est prévu une étude épidémiologique qui compléterait les études et les mesures d'ATMO. Aujourd'hui, pas à l'ordre du jour. Il n'y a pas d'étude épidémiologique qui est prévue. Lors de la concertation continue, le sujet était revenu à plusieurs reprises. On avait essayé, nous, de faire remonter ce sujet à l'ARS sans succès. Voilà, je crois qu'il y a une étude indépendante de DECOSET qui va être menée sur des œufs, si je ne dis pas de bêtises. Mais non, de notre côté, pas d'étude complémentaire prévue. Une intervention dans la concertation préalable d'une responsable scientifique avait affirmé que il y avait des études qui avaient été faites précédemment autour d'incinérateurs, enfin d'UVE, unité de valorisation énergétique sur d'autres territoires, n'avaient pas donné comment dirais-je, de résultats suffisants pour, ou en tout cas n'avaient pas mis en avant de dangerosité, et donc l'ARS ne s'était jamais saisi de ce genre de problématique. Il s'en est saisi, mais du coup, aujourd'hui, oui, moi. D'accord, ok. Donc ils s'en sont saisis, mais aujourd'hui c'est moins préoccupant. Il y a Audrey, Richard Ferrugi qui voudrait prendre la parole. Je vais autoriser votre micro, Audrey. Allez-y, normalement c'est bon.
C'était un petit complément sur ce point, dire que c'était bien, en tout cas dans les recommandations des 40, de poursuivre et pour répondre aux demandes d'informations sur ces aspects. Des contacts ont bien été pris en cours de la part des 40, mais partagés avec des COSET, avec Santé publique France et également avec l'ARS pour qu'il y ait un temps à la fois d'intervention sur, il n'y a pas d'étude en cours, mais bien sur l'opportunité d'une telle étude et la possibilité, et également une restitution de l'étude en cours dont a fait part M. Vitrac sur les œufs. Voilà, en tout cas, il y aura un point qui reste du point de vue des garantes à l'ordre du jour et suivi, comme cela a été précisé. Merci. Vous reprendrez peut-être la parole après pour conclure, à l'issue des questions. Très bien. Moi, je n'ai pas identifié de questions supplémentaires. Non, voilà. Donc, je n'ai pas de questions supplémentaires. Avant de... Bon, je laisse la parole, Audrey, je conclurai après. Madame Richard-Ferrugi ou Madame Barthes, si vous souhaitez intervenir. Alors, Madame Barthes a dû se déconnecter. On a été par intermittence en lien avec des contraintes de notre côté de déplacement. Mais elle m'a fait part que dans la période où je n'étais déconnectée, en tout cas, toutes les questions ont été répondues. Donc, pour nous, à nouveau, du point de vue des garantes, ce webinaire était tout à fait opportun, répondait à une demande du public de longue date. Donc, à nouveau, on ne peut que souligner la pertinence de l'avoir conduit, l'intérêt d'avoir eu 3 interventions croisées sur le sujet. Les questions qui ont été posées dans le chat ont reçu des réponses dans le temps de la réunion, mais bien évidemment, si d'autres questions surviennent après, on pourra étudier la possibilité dans la suite de la concertation de compléments ou pas, selon l'opportunité. Donc, en tout cas, à ce stade, pour nous, c'est tout à fait opportun et on ne peut que recommander de valoriser ce temps de la concertation sur le site Internet, comme cela avait été fait de la même manière l'année dernière pour le webinaire sur la délégation de services publics. Voilà, merci. Donc ouais, j'en profite donc pour dire que ce webinaire a été enregistré. Normalement, s'il n'y a pas eu de problème technique, on devrait être en mesure de publier effectivement la vidéo, la présentation qui a été faite pour consultation, ainsi que la retranscription des questions-réponses. Mais comme le disait Madame Richard-Ferrugi, il y a le site de la concertation qui est en ligne. N'hésitez pas, si vous souhaitez poser des questions complémentaires, à poster dessus. Voilà, je voudrais remercier quand même tous les participants, les intervenants. Un grand merci à l'ADEME et à Toulouse Métropole, dont on sait qu'ils sont très occupés en ce moment. Donc merci d'avoir participé à ce webinaire. Merci aux équipes de DECOSET. Et je crois qu'on peut conclure là-dessus. Merci à toutes et à tous de votre participation. Une bonne après-midi et puis à bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.